partir du démarrage de l'alternance. Si on veut, au lendemain de l'indépendance du Maroc, l'essentiel de la presse était essentiellement partisan. D'accord? Donc c'était des partis politiques qui avaient des journaux en arabe, parfois ils avaient un journal en français aussi, qui venaient un peu présenter leur point de vue sur différentes situations. Avec l'alternance, on a assisté à l'arrivée d'une nouvelle presse plus indépendante, qui n'était pas partisane, donc où les journalistes étaient moins des militants que des employés du journal, quoi, donc c'était des professionnels. Donc du coup, on s'est retrouvé avec des lignes éditoriales qui sont beaucoup plus libres, plus indépendantes, plus audacieuses. La presse marocaine, dans cette situation, elle a progressivement commencé à jouer son petit rôle de poil à gratter social, voire même son rôle de conscience de la société marocaine. Et elle a suffisamment gagné en importance pour qu'on lui attribue, à tort ou à raison, un rôle clé dans un certain nombre d'événements. Alors c'est des événements qui sont plus ou moins positifs, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc on a par exemple l'émergence de la naïda marocaine. C'est comme ça qu'on appelle la sorte de movida que connaît un peu la scène culturelle marocaine depuis quelque temps. On a aussi en 2003 eu l'affaire des rockers accusés de satanisme. Là aussi la presse avait joué un rôle important dans la protection de ces jeunes qu'on avait accusés de manière quand même un peu abusive. Il y a eu des exemples moins sympathiques. On attribue par exemple à la presse une influence dans les troubles qui sont survenus à Arsène Tribel il y a quelque temps, à la suite de l'histoire du mariage gay qui avait eu lieu là-bas, etc. Et puis certains, maintenant au lendemain des élections du 7 septembre, sont allés jusqu'à accuser la presse d'être derrière le boycott des élections. Bon, c'est un peu l'accusation de mauvaise foi, parce que quand même le problème avec la politique, le désamour des Marocains pour la politique, il date de bien avant l'apparition de la presse qu'on a accusée. Donc là, on assiste à une ouverture au niveau de la presse marocaine, et qui vient pas seulement des efforts de la presse elle-même, mais qui a aussi ses racines dans un peu une sorte d'effort de la part du système, de la part des autorités. Alors, bon, ces autorités, elles essaient un peu d'accepter qu'il y ait de nouvelles règles du jeu qui apparaissent ces jours-ci, mais bon, parfois, il y a un peu de frilosité, on cède un peu à la tentation d'un petit serrage de vis de temps en temps. Du coup, on se retrouve avec des situations un peu contrastées. Si on veut, aujourd'hui, la presse n'a jamais été aussi libre. Mais quand on voit ces gros procès qui ont tendance à apparaître ces jours-ci, eh bien, on se rend compte que les sanctions n'ont peut-être jamais été aussi sévères. Dans certains cas. Dans certains cas, comme ceux que j'ai cités au début. Alors, dans cette situation, on ne peut pas se permettre d'attribuer la responsabilité à un camp ou à un autre. La responsabilité est partagée entre la presse et entre les autorités marocaines, entre ses partenaires qui sont les responsables politiques, etc. Donc, bon, je vais commencer par le coupable qu'on a l'habitude de désigner en premier, c'est-à-dire les autorités. Bon, je ne vous le cache pas, vous le savez déjà. Là, par exemple, parmi les problèmes enregistrés au niveau des autorités, la justice marocaine aujourd'hui est régulièrement accusée de manquer d'indépendance. Et c'est une accusation qui apparaît assez souvent dans le cas, quand on a des procès contre la presse, en fait. Mais bon, pas seulement. C'est un problème qui touche tout un système. On parle aujourd'hui de réforme de la justice. Alors, au-delà de l'indépendance de la justice en elle-même, peut-être aussi qu'un des problèmes principaux qu'enregistre la presse aujourd'hui face à la justice, c'est peut-être un problème d'organisation. Je vais m'expliquer. Par exemple, aujourd'hui, les juges qui traitent les affaires de presse ne sont pas formés pour traiter les affaires de presse. Ils ne savent pas comment fonctionne le métier, ils ne savent pas quelles sont les implications, enfin, ils n'ont aucune ils n'ont aucune information, si on veut, aucun guide pour savoir comment traiter les affaires de presse.
Et donc forcément, ça se ressent sur les sanctions. Au-delà, même la jurisprudence en la matière, c'est-à-dire tous les résultats, les verdicts, etc., ne sont pas réunis, ne sont pas rassemblés pour être mis à la disposition des juges pour qu'ils puissent décider dans des affaires ultérieures. Et en plus de tout cela, certains aujourd'hui proposent de la mise en place d'une sorte de cours spécialisé en la matière, mais bon, ça aussi, ça peut. Au moins pour unifier la jurisprudence, mais là aussi, on a un débat sur la question parce que certains estiment qu'il n'y a pas assez d'affaires de presse pour justifier tout ça. Bon, en attendant, on se retrouve avec des journalistes qui voient leur procès se dérouler entre le procès d'un voleur et celui d'un drogué, ce qui n'est pas franchement terrible. Bon, au niveau du code de la presse, on a des problèmes aussi. Alors, j'ai cité le progrès majeur des atteintes, enfin, des 4 minutes. 4 minutes. Alors j'ai cité tout à l'heure le progrès qui est enregistré avec les peines privatives de liberté qui vont être bien réduites. Mais d'un autre côté, le code de la presse qui est en discussion encore aujourd'hui et qui a surtout connu un retard à cause des élections, il bloque sur un détail qui est auquel on ne ferait pas attention un détail franchement tout simple et tout bête, c'est que tout simplement un juge n'est pas obligé de recourir au code de la presse pour juger une affaire de presse. Il peut aller se diriger vers le code pénal s'il le veut. Vous comprenez, là, et même s'il choisissait de recourir au code de la presse, eh bien, il y a toujours le problème des amendes. Le code de la presse prévoit des amendes assez modestes, mais d'un autre côté, le juge peut toujours recourir à des dommages et intérêts assez monstrueux, et c'est ce qui s'est passé dans les procès que j'ai cités auparavant, avec des dommages et intérêts qui s'élèvent à 1 million de dirhams, 6 millions de dirhams, etc. Voilà. Bon, face à cette situation, on a des professionnels qui commencent à se plaindre d'un manque de visibilité en la matière. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans cette situation? Eh bien, une des protections, une des stratégies qui est apparue, c'est le recours un peu à la médiatisation de leur procès. Par exemple, dans les cas de tel quel, on se tourne vers les médias locaux et les médias internationaux pour dire, voilà, attention, on se retrouve face à un procès qui est injuste. Et bon, je vous ai expliqué les causes des abus, des verdicts un peu excessifs qu'on peut avoir. Face à cette situation, quand on fait un petit battage médiatique, quand on a recours à Reporters sans frontières, etc., très souvent, les autorités finissent par revenir quelque peu sur leur décision et la sanction devient moins grave, en tout cas assez entre guillemets bénigne, parce qu'elle n'est pas bénigne, pour au moins assurer la survie du journal. Mais bon, ça c'est une stratégie de survie sur laquelle on ne peut pas compter indéfiniment. On a besoin, alors c'est à partir du moment où le Maroc a fait le choix de la démocratie, il doit avoir une presse qui soit à la mesure, qui lui serve d'outil pour construire cette démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie sans une presse qui soit décente, c'est-à-dire libre, c'est-à-dire qui soit transparente, c'est-à-dire qui puisse faire son travail, quoi. Voilà. Bon, au niveau de la profession, j'ai presque fini. Il y a quand même pas mal de réglages à faire. On se plaint beaucoup de dépassements en matière de déontologie. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, je parlais de la presse partisane. Bon, la presse partisane a connu un déclin depuis quelque temps déjà. Mais, alors, cette presse partisane, elle avait quand même une sorte de garantie sur le plan déontologique, dans la mesure où les bureaux politiques des partis venaient un peu surveiller le respect de la déontologie au niveau des journaux, des journaux qui en étaient issus. Aujourd'hui, avec l'apparition de cette presse indépendante, on n'a plus ce système. Et bien plus, on a aussi, aujourd'hui, maintenant qu'ils sont indépendants, ces journaux sont aussi plus soumis au diktat des ventes. Ils ont besoin de vendre, donc ils ont besoin, enfin parfois ils sont obligés de faire un peu de tricher, un peu avec la déontologie, un peu, voilà. Et cela d'autant plus qu'ils souffrent d'un problème parfois de formation au niveau de leurs ressources humaines. Les journalistes ne sont pas toujours des gens qui ont une formation de journaliste appropriée.
Donc voilà, il y a du travail à faire du côté de la presse à ce niveau. Il y a aussi la